Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Mina Protocol. Alors je vous rappelle le but de ces vidéos, c'est de répondre à la question est-ce que oui ou non on peut suivre une crypto-monnaie. Le but du jeu c'est pas de devenir expert dans la crypto-monnaie mais plus de la vulgariser et de vous servir un petit peu si vous êtes d'accord avec la problématique ou non. Pourquoi pas expert? Parce que déjà il me faudrait 2 heures à peu près pour vous parler de Mina Protocol et qu'on parle du consensus qui est derrière et qui est extrêmement compliqué. Et c'est pas non plus le but, d'accord? Deuxièmement, il y a des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai très peu d'informations, même sur le site officiel. C'est le cas de Mina, par exemple, et c'est le cas de plein d'autres, ok? Mais Mina en fait partie, j'ai très peu de données, donc comment voulez-vous que je vous distille quelque chose si à côté j'ai très peu de données? Ok? Alors c'est parti, on retourne sur la présentation. On va répondre à la question, qu'est-ce que c'est que Mina? Comment ça marche? À quelle problématique elle répond? Et bien sûr, on va se répondre à la question, est-ce qu'on peut suivre cette crypto-monnaie dans un format quiz? Alors finalement, Mina, c'est quoi? Mina, elle se veut être la plus petite blockchain du monde pour répondre à la problématique finalement liée par exemple à l'utilisation d'Ethereum. Ethereum, vous pouvez valider des transactions, et pour des transactions financières, pour ce quoi elle a été fait, c'est génial. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'applications que ça, comme par exemple la DeFi qui vient de se coller dessus, ou je sais pas moi par exemple, les smart contracts, d'accord? Donc en fait finalement le développement d'applications à travers la blockchain. Ça marche très bien parce que finalement il y a une notion de rapidité qui n'est pas forcément là, et puis pour des applications un petit peu plus personnelles, on est un petit peu embêté, d'accord, sur Internet des objets, ou voire même la sécurisation des données. Pourquoi? Parce qu'une blockchain traditionnelle est ouverte, elle est littéralement publique. Alors Solana, il y a une partie privée, je sais ce que vous allez me dire, mais il y a d'autres cryptos qui sont littéralement publics, Ethereum, Bitcoin, etc. C'est-à-dire que pour valider une transaction financière, envoyer à une personne, je suis une personne A, j'envoie de l'argent à une personne B, c'est tout à fait pratique et c'est juste génialissime, d'accord? Mais par contre, si je veux que personne sache qu'est-ce que j'envoie à la personne B, là ça devient problématique si j'utilise Ethereum, Bitcoin, Litecoin. Du coup, ils ont inventé Mina. Elle se veut petite pour des petites applications, d'accord, et elle se veut extrêmement rapide, et on va voir justement, elle utilise des preuves de travail un petit peu particulières. Alors à quoi sert Mina? Par exemple, la gestion de vos identifiants. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous voulez faire gérer vos identifiants par un logiciel, type Mozilla, type Chrome, c'est très bien, vous le faites, d'accord, vous acceptez de donner vos identifiants à une grosse boîte, mais bien sûr, elle va sécuriser vos données, parce qu'elle a surtout pas intérêt à se faire pirater. Mais si vous voulez utiliser un autre logiciel, tierce, d'accord, une autre société, il va falloir installer ce logiciel sur toutes vos plateformes, ordinateur portable et téléphone par exemple. Et vous avez une gestion des identifiants. Là, Mina, ils proposent de le faire eux-mêmes, de façon simple, rapide, forcément peu coûteuse. Ils se placent aussi sur les réseaux sociaux, ils ont sorti un réseau social équivalent à LinkedIn, c'est-à-dire professionnel, d'accord? C'est utile dans la presse pour envoyer justement des données, je suis utilisateur A, je vais envoyer à B, mais je veux qu'il y ait que B qui le sache, en sachant qu'il y aura des valideurs derrière de transactions. Donc la presse est tout à fait ciblée, en gros l'échange de données, voire même les bilans comptables de sociétés. En fait, ça va répondre à une multitude de petites problématiques, et c'est ça. Alors là, je peux vous dire que c'est compliqué, il y a peu d'infos sur internet et surtout c'est que c'est compliqué. Alors déjà ici je vous ai mis en haut à gauche le nom du consensus. Il y a 3 consensus, il y a du proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail, d'accord, comme Ethereum, Bitcoin. Il y a du proof of stake, c'est-à-dire preuve de détention, il y en a aussi. Et il y a ce fameux consensus, alors je vais pas vous mentir, je l'ai noté tellement il est compliqué, je vais même pas essayer de vous le dire en anglais, c'est preuve à divulgation nulle de connaissances. Ça veut dire quoi? Moi je suis A, je veux envoyer un doc à B. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas envie que le document soit lu par tout le monde ou que l'information soit divulguée. Ce qui se passe, c'est que je vais mettre dans une petite capsule, ok, mon information, et je vais l'envoyer à B. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ensuite il y a un valideur qui va estampiller cette transaction, pouf, cette coquille, cette bulle, qu'on ne voit rien, d'accord, ce Kinder, il va l'estampiller, et il va le donner à B. B devra taper le mot de passe ensuite, pour dire ok, j'ai le bon mot de passe, je peux ouvrir la coquille, et il y a seulement B qui a l'information. C'est-à-dire que toute la chaîne de validation ne détient pas l'information. Et ça, c'est ça le fameux preuve de divulgation nulle de connaissance. Ça veut dire qu'on valide une transaction, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette transaction. Voyons comment. Alors c'est parti, je suis utilisateur.
Je veux envoyer une transaction aux prods, qui sont les producteurs, d'accord? Et lui, le producteur, c'est lui qui va estampiller ma coquille, il va valider ma coquille, et cette validation s'appelle les snarks, ok? Je les ai représentés ici, il y a un marché parallèle de Mina, qui s'appelle les snarks, d'accord? Et qui sont créés par des proof of work, on y reviendra juste après. Pour une transaction, il doit avoir un snarks, et qui lui est vérifié, il l'estampille, il le vérifie juste s'il est vrai, mais comme je vous ai dit, c'est extrêmement facile de vérification, vu que ça demande que 22 KO à peu près, chaque snarks fait un KO, pour vous dire. La blockchain en elle-même, c'est-à-dire que ce qui est détenu par les prods pour craquer le snarks ne fait que 22 KO, donc tout le monde peut être valideur, producteur, ok? Le producteur ensuite, par phénomène de proof of stake, inscrit sur la blockchain la transaction. Et la transaction, en fait, elle est induite sur la blockchain grâce à ce snarks qui, lui, a une identification propre. Pour éviter de continuer à créer des snarks, ce qui se passe, c'est que chacun des snarks a une identification propre, mais qui est prise par rapport aux snarks d'avant. Ce qui fait qu'en fait, la blockchain ne va pas forcément évoluer de 22 KO à plusieurs gigas. C'est pas possible, tout simplement parce que plus il y aura de producteurs, parce qu'il y a des producteurs en parallèle, d'accord, plus il y aura de producteurs en parallèle, plus ils fonctionneront chacun de leur côté. Et en plus de ça, ils ont prévu un consensus après externe qui s'appelle Archiver. Je vous en avais déjà parlé sur pas mal de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si la blockchain est trop lourde, ce qui devrait arriver d'ici approximativement 10 ans, voire même 100 ans, si elle est utilisée Mina pendant ce temps-là, d'accord, pendant tout ce temps-là, ben dans ce cas, ils rajouteront des nœuds archivés sous forme de nodes, c'est-à-dire centralisés, d'accord? Et donc chaque producteur doit aller chercher un snarks qui est créé par les snackers. Okay, le snarkers, lui, c'est du proof of work, donc preuve de travail. Il va crypter, d'accord, un snarks via la preuve de travail. Il va le mettre dans une pool en vente, et le producteur va aller chercher et payer finalement les snarkers. Alors vous avez compris, producteur et snarkers, on peut être très bien producteur et snarkers, il n'y a aucun souci. Mais alors où se joue toute la rémunération? Eh ben l'utilisateur va dire le but du jeu c'est pas que justement ça soit très cher. Et comment ils ont fait ça? Ben en fait ils ont mis en concurrence les utilisateurs qui veulent juste utiliser la blockchain, les producteurs qui eux veulent juste proof of stake, d'accord, donc détenir tout simplement, et les valideurs, et les créateurs, excusez-moi, de snarks, les snarkers, ok, ils ont mis tout ça en concurrence. Comment? Eh ben, les utilisateurs peuvent lever la main en disant, bah moi, j'ai besoin d'une transaction et je vous paye tant, d'accord? Il y a une somme. Alors, elle est, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle est comprise entre 2 ou 3 chiffres, d'accord? Et donc vous n'avez pas forcément trop le choix. En sachant que plus vous choisissez le chiffre élevé, plus vous êtes sûr d'être validé. Pourquoi? Parce que le producteur, lui, ce qu'il va chercher, c'est les transactions qui sont le mieux rémunérées, d'accord? Vous avez plusieurs niveaux de transactions. Je vous dis, c'est entre 3 et 5 niveaux de rémunération. Si vous choisissez parce que vous estimez que votre blockchain est urgente, donc vous allez mettre un paquet d'argent, même si ça représente 3 fois rien, d'accord? Eh ben, il va choisir, le producteur va choisir la transaction la plus haute. En parallèle de ça, il y a un marché, donc les snarks, d'accord, qui sont payants aussi. C'est-à-dire que les snarkers choisissent le prix de leurs snarks selon l'offre et la demande, hein, finalement. Pareil, il y a 5 niveaux. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le producteur va acheter un snarks pour estampiller votre transaction et l'envoyer sur la blockchain. Et donc il y a un phénomène de marché là entre les producteurs, les snarkers et les utilisateurs qui est globalement, je trouve, très intelligente pour faire ceci. Alors maintenant on va tout de suite passer à l'analyse technique de court terme et de moyen terme. En fait, elle a un gros défaut, c'est que et un gros avantage. C'est pour ça que je vous en parle. Le gros avantage, c'est qu'elle est sortie de sa capitalisation boursière. Elle est apparue Mina dans les tops pratiquement un peu à la façon de ICP. Alors ICP ils ont fait très fort parce que ICP ils ont fait top 10, top 5 même du jour au lendemain sans que personne les connaisse. Enfin j'exagère parce qu'il y avait du monde qui les connaissait, mais n'empêche que c'était un peu ça l'idée. Mina non quand même pas. Ils sont sortis 200e je crois ou 100e, d'accord, le premier jour de capitalisation. Mais ils ont réussi à lever plus de 18 millions de dollars en moins de 4 heures. Pour vous dire à quel point ça intéresse du monde ces espèces de micro-transactions sur le marché des crypto
crypto-monnaie parce que en fait, je pense qu'il y a des gens qui voient d'autres applications à Mina Protocol que celles que je vous ai dites avant, comme voilà la validation des micro-transactions à travers le web finalement, et de façon extrêmement rapide, extrêmement simple. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur coûteux avec des cartes graphiques de l'apocalypse pour faire valider vos transactions. Donc elle a eu ce pump. Le problème c'est qu'elle est sortie, on va dire au mauvais moment, c'est-à-dire tout de suite après il y a eu le flash crash des crypto-monnaies, et donc forcément elle en a subi les conséquences. Elle est passée à peu près de 18$ à 4$ en moins d'une semaine. Donc forcément, ça fait extrêmement mal. C'est pour ça que sur le court terme, moi je dirais que j'ai pas trop confiance, parce qu'en plus il faut qu'elle trouve des applications et justement des choses un petit peu plus complexes que juste la validation de mot de passe. Si c'est juste la validation de mot de passe, j'ai envie de dire, elle révolutionne pas et elle répond pas à une problématique. Par contre, l'idée de la crypto, de la blockchain extrêmement légère, 22 KO par nœud finalement, donc par valideur, producteur, snackers, c'est absolument très léger, et je trouve que ça ouvre des multitudes de petites applications qui seraient pas très chères, faciles à valider, d'accord, un petit peu comme l'internet des objets. C'est pour ça que sur le long terme, j'ai mis un gros indice de confiance, parce que pour moi c'est une crypto-monnaie en fait plutôt en mode investissement, si vous en avez confiance. Alors je vous rappelle, moi j'ai Rose, par exemple, dans ce cas-là, j'ai acheté du Rose, je les ai achetés à 12$, je crois que ça vaut 6$, mais c'est pas grave, parce que là c'est vraiment de l'investissement sur 5 ans, quoi, d'accord. C'est pas ça qui va booster mon portefeuille aujourd'hui. Par contre, je pense que Rose peut exploser dans les années à venir, mais il va falloir qu'elle trouve des applications. Et ben c'est un petit peu pareil que Mina. Moi j'ai confiance, mais il va falloir faire attention. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça nous fera plaisir. Et si vous avez des idées ou des envies, tout simplement, qu'on analyse de façon technique et fondamentale une crypto-monnaie ou n'importe quoi d'autre, surtout, n'hésitez pas à le dire. Allez, bon week-end, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Ciao.